Eh bien bonjour à tous. La Nouvelle Expression parle d'enseignement secondaire ce matin avec les établissements asphyxiés. Le journal fait savoir que le premier trimestre de l'année 2020-2021 tire donc à sa fin avec les établissements relevant du ministère des enseignements secondaires qui n'ont toujours pas reçu les quotes-parts nécessaires à leur fonctionnement. Un sacré coup pour la qualité même de la formation. C'est ce que le journal propose ce matin en page 3. Le même journal s'intéresse à l'actualité parlant du 17 décembre 1952, Oumniobé à l'ONU. C'est l'autre titre également à lire ce matin. Demain, 17 décembre 2020, certains historiens camerounais vont donc se souvenir de la brillante prestation de ce nationaliste. C'est en page 11 du journal disponible en kiosque ce matin également. Toujours dans la Nouvelle Expression, on parle de Garbour à nouveau avec le procès des militaires inculpés qui s'ouvre justement demain. Les présumés auteurs de la tuerie des civils dans cette localité du Nord-Ouest seront au tribunal militaire demain jeudi et on verra donc, on va découvrir plein de choses. La Nouvelle Expression nous donne d'ailleurs rendez-vous demain et on constatera vendredi matin qu'est-ce qui aura été dit donc au cours de cette audience. C'est à lire dans la presse de ce matin également. On va découvrir toujours dans la presse de ce jour Mutation qui parle de péage automatique par-dessus le marché. C'est le titre proposé par le journal. Le journal fait savoir qu'il y a notamment deux entreprises qui se battent, notamment la sélection et donc la sélection de Razel et Tolcam au centre d'une controverse. Et là, une enquête a été menée selon le journal pour expliquer et comprendre exactement qu'est-ce qui ne va pas, quelle est donc l'entreprise qui a le vent en poupe et qui pourrait donc gagner le marché. C'est à découvrir dans le dossier de la page 8 à la page 9 de Mutation de ce matin. Le journal parle également des découvertes avec la vie d'un lycéen de Brousse. Comment est-ce qu'il vit et comment est-ce qu'il va à l'école, quel est son quotidien. C'est ce que je vous invite à lire en page 7 du journal Mutation en kiosque ce mercredi. Le journal est disponible tout comme le quotidien Le Messager qui parle de décentralisation, les soldats du changement. C'est une question que se pose le tabloïd. Le journal fait savoir qu'à l'heure où l'État central est donc accusé de tout confisquer, certains analystes estiment que le savant dosage de vieux et de jeunes pourrait donc révolutionner le paysage même de la gouvernance locale. C'est le dossier que je vous invite à lire de la page 3 à la page 4 du numéro disponible en kiosque ce matin, Le Messager, qui parle aussi de violences faites aux femmes, les chiffres de la honte à découvrir dans le journal de la page 5 à la page 7. Le même journal s'intéresse également à la gestion du Covid-19 avec les leçons du coaching gagnant du régime Billard. C'est en page 8 du journal Le Messager. Je vous invite à lire également le sujet de ce matin. Le quotidien Le Jour pour sa part s'intéresse à l'hôpital La Quintini, voyage à l'étranger, le calvaire du test Covid sans le résultat avec notamment la mention absence d'ARN du Covid-19. Il est donc impossible d'embarquer à bord d'un avion. Récit d'un parcours chaotique donc d'un passager à découvrir dans le journal ce matin. Et le journal parle également d'enquête avec la crise du manuel scolaire aussi dans le numéro de ce jour. Toujours dans la presse, l'aide du Sahel parle plutôt de Mora où un ex-député donc détenu pour connivence avec Boko Haram. C'est à lire dans le journal l'aide du Sahel de ce matin. Le même journal parle également de l'opération Épervier, Amadou Vamoulke, et il est également détenu donc depuis plus de 4 ans. C'est dans le journal disponible en kiosque ce matin. Cameroun Tribune parle d'exploitation minière, objectif transparence. C'est le titre proposé par le journal pour expliquer ce matin qu'en créant notamment la Société nationale des mines lundi dernier, le président de la République, Paul Biya, met donc en place les conditions favorables à une exploitation rationnelle et optimale donc des ressources du sous-sol camerounais dans l'intérêt de l'État. C'est à lire en page 2 du journal disponible en kiosque ce matin. Le même journal qui parle également de la zone de libre-échange continentale. Donc le Cameroun y est désormais. C'est à découvrir également dans le journal en page 9 du Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui est en kiosque tout comme l'autre journal qui est donc Politics Hebdo qui parle notamment les dessous du barreau. Maître Alice Com raconte également ce matin, elle fait le point de la situation avec notamment le barreau qui aujourd'hui est politisé depuis toujours. Le niveau de politisation et notamment de
caporalisation même a atteint une cote d'alerte très inquiétante. C'est ce que le journal propose. Mais d'ailleurs, il y a les regards des maîtres Sikati, Tamfou, Defo, Dumessi et Kenyé à lire dans le journal, disponible en kiosque ce matin également. C'est le journal politique qui est donc en kiosque comme bien d'autres tabloïds. Voilà ce que la presse nous propose. Et Edith Lissomé avec nous déjà sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à proviseur des lycées et d'enseignement général et au directeur des CS. Pourquoi? Non, j'espère tout simplement qu'ils sont des fidèles téléspectateurs et certains disent qu'ils vont fermer les portes de leurs établissements scolaires à la fin de ces premiers trimestres. Bon, vous savez que ça nous inspire la une de la nouvelle expression. C'est ça que je leur dis bonjour ce matin. C'est la fin du trimestre, naturellement. Non, fermer les portes parce qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement. C'est pour ça. Ça veut dire qu'ils sont en train de... Si c'était une entreprise, on aurait dit qu'ils créent à la faillite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens pour faire tourner le lycée ou le CS. Les parents ont payé les frais d'APE. Ah, Fabien, voilà justement la problématique. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, tous ceux qui nous écoutent, et lorsqu'on lit le superbe article présenté dans la nouvelle expression, où on dit que les établissements sont asphyxiés, c'est un fait, mais je dis qu'il faut bien regarder ce qui se passe. Parce que vous l'avez si bien dit, quand vous avez un enfant dans un lycée, quand vous avez un enfant dans un CS, voici le processus. Le processus, c'est quoi? Vous arrivez à l'établissement, vous voulez payer, on vous dit, pour aller payer chez un opérateur, soit MTN, soit Orange, soit Express Union, soit la Poste, il vous faut le quitus. Pour avoir le quitus, on vous impose de payer les frais d'APE. C'est-à-dire que le parent qui ne paye pas les frais d'APE n'aura jamais le quitus pour aller payer les frais exigibles. Parce que les frais de fonctionnement des établissements sont tirés des frais exigibles qui sont donnés. Premier cycle, 7 500, je pense, second cycle, c'est 10 500, quelque chose comme ça. Alors, Flavien, comment on a des lycées ici à Douala, par exemple, où on paye 25 000 francs les frais d'APE. On a des lycées où on paye 20 000 francs, que ce soit dans les zones rurales. Quand je prends dans l'Union et qu'il est partout, il y a les 15 000, les 30 000. Et au premier trimestre, au mois de décembre, on vient dire à Mondo Vision que les établissements sont asphyxiés. Moi, je pense que c'est qu'on n'est pas sérieux du tout. On n'est pas sérieux, pourquoi? Parce que on sait que si vous faites le point aujourd'hui dans plusieurs lycées et CS Flavien, vous verrez que s'il y a 10 élèves, 10 parents, peut-être maximum dans les établissements très sérieux, il y a peut-être 50% qui ont déjà payé. Il y a plusieurs parents qui payent les frais exigibles même au deuxième trimestre. On sait ça, c'est-à-dire que lorsque le parent a déjà le quitus et tout ça d'autres avec des conditions, il paye. Beaucoup n'ont pas encore payé les frais exigibles avec tout ce que cela comporte. Il faut le reconnaître. Oui. Où est-ce qu'on prendra alors l'argent pour donner au chef d'établissement pour les frais de fonctionnement? C'est de ça que la question. Bon, avant, comme... et comment fonctionnent donc les établissements jusqu'ici? On devrait quand même se poser la question. C'est pour cela que le ministre de l'enseignement secondaire devrait être transparente là-dessus. Elle devrait communiquer. Parce que vous savez, nous sommes toujours dans un pays où tout est mystifié, où il faut toujours que les gens réagissent. Les gens n'anticipent pas. L'an dernier, vous vous souvenez très bien, cette problématique a été posée. Les établissements sont pleins pendant longtemps. Et on a vu plusieurs micmacs. On a vu les chefs d'établissement qui sont venus prendre l'argent dans les frais d'APE. Ils disent au président de l'APE, donnez-nous une avance, peut-être de 5 millions. Quand les frais exigibles arriveront, on reversera cet argent de l'APE parce que vous savez que les frais de l'APE ont des lignes bien précises. Alors, on a vu des chefs d'établissement qui ont pris cet argent, Flavien, et qui n'ont plus jamais remis cet argent dans les caisses de l'APE. Parce que quand l'argent est revenu, ils ont introduit dans leur comptabilité les 5 millions que ça a été utilisé pour le fonctionnement. Mais au lieu de récupérer les 5 millions là pour remettre dans les caisses de l'APE, ils ont pris les 5 millions, ils ont mis dans leur poche. Et ils regardent le président de l'APE pour dire que même ce président, il sort des raisons, une ou deux raisons, une autre, pour pouvoir... Donc voilà un peu cette mentalité camerounaise. Où faites très attention à celui qui vous crie qu'on lui tape dessus, qui vous crie, oh l'établissement est asphyxié. En fait, c'est tout simplement parce que le mécanisme là où il peut estorquer de l'argent, où il peut consommer l'argent de l'État, en donnant l'impression d'être dans la bonne gouvernance, est bloqué. Quand c'est bloqué, il est le premier à crier partout, c'est asphyxié. Alors, comme s'il aimait trop son établissement, il était pour que l'établissement fonctionne mieux. Je dis, il faut deux choses. Que le ministre de l'enseignement secondaire soit transparente
et qu'elle communique pour faire le point, elle devait le faire chaque mois. D'accord. À ce jour, nous avons tel nombre d'inscrits, ainsi, avec ce que ça comprend. 2, il faudrait que les chefs d'établissement soient aussi transparents dans leurs fonctions. Et nous posons la question, moi j'ai la chance d'être parent dans un lycée, où sont passés les frais d'APE pour qu'on nous dise qu'au premier trimestre, les établissements sont asphyxiés? Voilà, c'est une question. De toute façon, c'est la nouvelle expression qui évoque le sujet ce matin. Vous aurez l'occasion de lire en page 3. Alors, on parle des établissements. Bonjour, Presse Aristide Gekam. Je ne vous ai pas donné la parole depuis parce que c'était le sujet d'entrée de Idriss Dissom et qui est heureusement contenu dans le journal La Nouvelle. Oui, mais parce que je suis un parent. Je suis un parent. Alors, donc aujourd'hui, les établissements asphyxiés. Les frais d'APE, les frais exigibles. Voilà. Si on vient me dire. Moi, 52. Voilà, donc si on vient me dire à la fin du trimestre que l'établissement est asphyxié, je mets les mains sur la tête et Alors on parlait justement des frais d'APE qui sont payés, chaque parent du pays, puisque c'est pratiquement exigé en début d'année. Je vais, avant d'entrer dans ce sujet, c'est pratiquement la même chose. Vous savez, c'est l'inertie. C'est le règne de l'inertie au Cameroun. Je voudrais tout simplement vous rappeler un fait qui est grave. Vous savez que depuis le 3 décembre, autant pour moi, le président de la République a accordé une prolongation d'activité à 38 administrateurs civils, notamment préfets, sous-préfets et gouverneurs, qui sont encore en poste. Ceux-là devraient en principe aller en retraite. Donc le chef de l'État leur a demandé, vous pouvez encore rester, au détriment de nombreux préfets et sous-préfets, ou alors des sous-préfets qui sont en attente d'être nommés. Ils sont nombreux qui attendent d'être nommés, mais ceux qui sont là, vous savez que c'est un grand sujet traité par la Nouvelle Expression, pour rappeler que, Monsieur le Président, vous avez des gens qui sont en retraite depuis 2 ans. Et curieusement, on nous dit de l'autre côté de Yaoundé qu'il y a beaucoup d'enveloppes qui ont circulé, allant pratiquement de 5 à 7, 8 millions de francs CFA, pour qu'on puisse maintenir cela. Donc pratiquement c'est le règne de l'inertie. Pour revenir sur le sujet, c'est un fait. Il faut rappeler que la conséquence de la décision, c'est-à-dire même pas la conséquence, le prétexte de cette décision comment je vais dire ça, d'inscrire nos enfants en payant les frais par les opérateurs de téléphonie mobile. Et Idriss l'a dit en partie. Vous vous souvenez qu'il y avait un certain nombre de chefs d'établissement qui prenaient de l'argent, ou alors on entendait souvent, vous avez votre enfant, il vient vous dire qu'il n'a pas vu son nom lorsqu'il faut composer, parce que l'intendant n'aurait pas versé tous les frais. Vous avez des histoires comme quoi les gens ont reçu de l'argent, ils ont fui avec de l'argent. Donc vous avez eu beaucoup de oui, il y a trop de problèmes qui ont été enregistrés dans ce sens. Et du coup, les responsables de l'administration des enseignements secondaires ont estimé qu'il fallait trouver un mécanisme pour contourner ça. Mais le problème, c'est que en le faisant, ça fragilise la gestion quotidienne des chefs d'établissement. Vous voyez un peu, c'est bien que la Nouvelle Expression revienne dessus et fait une sorte de veille. Mais je pense qu'il y a 2-3 jours, le ministre des enseignements secondaires a sorti un communiqué pour inviter les différents chefs d'établissement de se rapprocher des banques agréées pour récupérer l'argent. Ça ne fait pas 3 jours. Une partie de l'argent. Ça ne fait pas 3 jours. Alors du coup, on se pose la question. On nous apprend que c'est plutôt les arriérés de l'année dernière, que les enseignants, que les chefs d'établissement touchent depuis. Voilà. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que il faudrait repenser cette façon de faire. Il faudrait repenser cette façon de faire. Peut-être en voulant résoudre un problème, on a créé un autre problème. Donc, dans le ministre des Enseignements secondaires, ou alors c'est elle et ses collaborateurs devraient réfléchir, parce que ça ne sert à rien de vouloir résoudre un problème et en créer d'autres. Parce que tout au moins, ça plombe la gestion quotidienne de nos établissements d'enseignement secondaire. Très bien. Alors, la nouvelle expression... Juste un mot pour dire que... Un mot pour passer dessus. Un mot, oui. Juste pour dire que, en fait, c'est que vous savez, ne vous fiez pas, c'est vrai, ce que vous dites est pertinent. Il faut que le ministère trouve les mécanismes. Mais, je vous rappelle que quand vous voyez un fonctionnaire se plaindre au Cameroun, ce n'est jamais pour l'intérêt général. C'est toujours lorsque son intérêt personnel en tant que responsable, faut vous aller le voir, pousser, soudoyer, parler, crier sous tous les toits et tout ça, parce qu'il ne trouve plus son compte et il va indexer le mécanisme et le système. Et lorsqu'il trouve son compte,
lui, il ne s'élèvera plus jamais. Il vous dira que la hiérarchie ne nous a pas donné l'autorisation de parler, vraiment, il faut aller. Donc, en fait, ici, il y a beaucoup de non-dits derrière cette affaire. D'accord. Alors, je vous invite à lire l'article ce matin dans la Nouvelle Expression en page 3 précisément. Le même journal parle aussi donc, du 17 décembre 1952. Vous vous souvenez, et d'ici somme, on parle de Oumniobé à l'ONU. Alors, demain, plusieurs ou alors certains historiens camerounais vont donc se souvenir de cette brillante prestation de ces nationalistes. Oui, il faut dire que ce 17 décembre nous rappelle plusieurs choses, Flavien. Ça nous rappelle que voilà un leader nationaliste qui pourrait aller aux Nations Unies, parler au nom du Cameroun, le défendre et solliciter et poser le plaidoyer pour que le Cameroun soit indépendant. Il n'y était pas allé seul en tant qu'Oumniobé, il avait fait le tour du Cameroun à l'époque. Il y a eu des contributions, comme peut-être à cette époque, si on parlerait des coups de main ou bien des coups de cœur. Voilà, des coups de cœur. Donc en fait, voilà quelqu'un qui est parti parler au nom d'un peuple et le peuple l'a envoyé parce que c'est le peuple qui a contribué à ce qu'il aille. Donc ça, c'est la première leçon. Là, cette 17 décembre doit nous rappeler, c'est là qu'il faut savoir être ensemble, il faut savoir pousser, soutenir une initiative, il faut savoir reconnaître que tel peut être notre porte-parole et le soutenir. Donc ce 17 décembre va aussi rappeler que voilà, le Cameroun étant sous tutelle, devrait, ce jour-là, le Ruben Oumniobé, quand on dit le poro d'ambassade signifie le porte-parole, c'est-à-dire que est allé jouer justement sa partition en étant le porte-parole par rapport il voulait l'indépendance immédiate, il voulait que le Cameroun soit uni. D'abord, le Cameroun doit être uni, c'est-à-dire uni, et l'indépendance immédiate et surtout qu'on laisse les Camerounais eux-mêmes gérer leur pays. Voilà, je pense que demain c'est le 17, les historiens. En tout cas, c'est un rappel justement. Et il est question que chacun essaie de revoir un peu qu'est-ce qui a été fait. En tirant ce qui est bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on a respecté ces éléments-là? Autant de choses à lire également. Vous savez, l'histoire est bien, Flavien, c'est que dans l'histoire, il faut toujours prendre le bon côté des choses. Moi, je pense que peut-être c'est le moment pour nous de nous poser la question que qu'est-ce qui était bien? Ceux-là qui ont sacrifié leur vie en 52, Oumniobé, il était tout jeune fonctionnaire, pouvait bien rester et faire ces choses sur sa carrière. Donc, prenons les bons côtés et C17 nous permet de nous poser la question qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour que les choses changent en bien? Alors, c'est la question que je vous pose. À la suite notamment de ce que la Nouvelle Expression propose de ce matin, ce rappel des mémoires de certains historiens camerounais. Oui, mais c'est bien toujours le rappel des mémoires pour interpeller ceux qui gouvernent aujourd'hui. Moi, c'est comme ça, sous cet angle-là que je vois la publication de la Nouvelle Expression pour dire nous avons eu des patriotes de ce pays qui ne pensaient pas forcément pour leurs intérêts individuels, qui pensaient pour l'intérêt du peuple et étaient prêts à se sacrifier pour ce peuple-là. C'est une leçon de moralité, même politique, pour nos hommes politiques d'aujourd'hui, de se dire tout ce qu'on fait doit concourir à soutenir le peuple, à soutenir le développement de notre pays, à soutenir le développement de la croissance de notre pays, en général, à travailler pour le bien-être des populations. Et je pense que des gens comme Oumniobé, des hommes comme Oumniobé, s'ils sont engagés, ont mis tout leur potentiel et ont laissé leur vie. Et moi, je pense que dans toute société, il faut des mémoires comme ça, il faut des guides pour nous rappeler tout le temps, quand on est en train de faire quelque chose, qu'il y a eu des gens qui ont travaillé pour nous. Nous ne devons pas banaliser ou alors simplifier leur combat. D'accord, alors c'est le journal, en page 11 de la Nouvelle Expression ce matin. Il y a également dans le messager, on parle de décentralisation avec une question, les soldats du changement. On les voit bien au moment où, à l'heure où l'État central donc, est accusé de tout confisquer aujourd'hui. Oui, Flavien, on peut parler de la malédiction camerounaise. Pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui, lorsque vous verrez un maire, qu'il soit celui de Koussiri ou bien qu'il soit celui du dernier arrondissement dans le sud-ouest et partout au Cameroun, il va vous dire que vraiment, il y a la décentralisation qui est parlée, prônée dans tous les médias, dans toutes les bouches, mais dans les faits, ce n'est véritablement pas le cas. Et que le transfert de compétences qui est fait, en fait, l'État donne d'une main et tient
de l'autre et que en fait les communes sont tout simplement comme vous savez un peu quand tu parles des vases communicants, on verse l'eau, ces vases, on verse l'eau, il faut que ça circule et ça passe. C'est-à-dire que les maires et les conseillers municipaux ne ressentent pas encore véritablement leur autonomie. Mais attention, quand on le dit, ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai, la vérité est que là où les maires ont justement la marge de manœuvre, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent pour leurs intérêts. Exact. Ils travaillent à créer, à être des patrons de communes qui font les deals avec ceux qui ont les marchés, qui font les deals pour tenir tous les marchés parce qu'il faut qu'ils aient les rétrocommissions. Ils font tout. Pour ne même pas écouter les secrétaires généraux des communes qui sont, les techniciens qui sont là. Ils font tout pour que lorsqu'ils ne mettent pas le receveur municipal dans leur boîte pour qu'il aille dans les deux, que vous allez trouver dans les communes où le maire vous dit qu'il n'est pas avec son secrétaire général. Il s'en fout du secrétaire général. Il dit lui, il est un élu, il fait ce qu'il a fait. Ces maires qui vont se lever et venir nous dire que la décentralisation a des problèmes, tout ça, ont-ils compris vraiment le sens? Je dis, nous sommes aujourd'hui, tel qu'on parlait par exemple avec les enseignements secondaires, nous sommes là avec la décentralisation ou dans un mécanisme où tout le monde dit qu'il faut qu'on décentralise, mais ceux-là qui disent qu'ils sont les élus, eux-mêmes ne sont pas honnêtes, eux-mêmes ne sont pas prêts à travailler dans une transparence pour que le peuple que nous sommes, nous puissions profiter, bénéficier de cela. Ils sont là pour faire le business, leur propre business. Je vous dis que si vous prenez toutes les communes, très peu de communes, sur 100 communes, sur 10 communes, vous trouvez qu'il y a peut-être 2 communes où le maire, le premier adjoint, enfin les adjoints s'entendent. Et où tout marche comme si les roulait. Je vous dis que vous trouvez autour d'eux. Alors c'est une question d'intérêt ou... Dites-vous? Oui, mais c'est une question, ce n'est pas pour l'intérêt des populations. C'est pour l'intérêt personnel. Quand le maire il est comme le président de la République, il vous dit qu'il est Paul Biya, là où il est là, et il veut faire et gérer comme il entend. Je vous assure. C'est là. Alors, Aristide Ngekam, le journal pose la question ce matin. Les soldats du changement, est-ce qu'ils sont les soldats du changement lorsqu'on parle Non, mais Idriss a fait une peinture de la situation, de comment sont gérées nos mairies. Cas pratique, j'en parlais ici, il y a pratiquement un mois, moins d'un mois, à la commune de Makari, les conseillers ont refusé de voter le budget du maire, le budget de la commune, parce qu'ils ont demandé au maire de justifier un certain nombre de choses qu'il n'a pas pu. J'ai dit bien qu'il n'a pas pu. Et du coup, jusqu'aujourd'hui, le budget n'a pas été voté de ce côté-là. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'ils ont produit des faits probants, les conseillers, et j'en appelle la responsabilité même des conseillers, parce qu'il y a certains conseillers municipaux qui sont complices de cette décrypture-là des mairies. Donc, je félicite ici les conseillers de la mairie de Makari qui ont dit au maire, non, vous avez détourné ci, vous avez détourné ça, vous avez détourné ci, vous avez détourné ça. Expliquez-nous, le maire n'a pas pu expliquer. En peu de temps. En peu de temps. Deuxième cas de figure, vous avez la commune, j'en parle ici tout le temps, la commune de Kousséré, où des gens, où il y a l'inondation là-bas depuis pratiquement depuis pratiquement près d'un mois. On ne cherche le maire, on ne le trouve pas. Voilà des fonctions où le maire doit venir assister ces populations, trouver des problèmes. Vous avez un problème de développement urbain. C'est-à-dire que chaque année, on sait que dans la ville de Kousséré, pratiquement à telle période, il y aura inondation. Quand le fleuve de Logone va sortir son lit, il y aura inondation. Vous avez un maire qui est là depuis au moins 3 mandats, qui ne fait rien, qui vit les mêmes situations. Vous pensez que c'est Yaoundé qui viendra lui dire « Monsieur le maire fait ci, monsieur le maire fait ça ». Donc vous avez une sorte d'inertie comme ça. Alors est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Je dirais... Aussi. C'est une bonne question. Et c'est là où on parle souvent de transfert de compétences. De transfert de compétences. Mais, et je rejoins ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pour le vote à la session budgétaire. Il était prévu de transférer, je pense que c'était 15%, et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Mais les députés quand même ont voté. Mais vous attendez le miracle à la base? Non. N'attendez pas le miracle. Je vais vous prendre un autre cas pratique. D'accord. À la mairie, juste pour sortir, oui. À la mairie de Douala 3e, où il y a un nouveau maire, on vous parle là-bas, le maire s'occupe plus des problèmes de marché, c'est-à-dire que les problèmes de marché ne dorment pas si. C'est là-bas qu'il y a l'argent. Voilà, exactement. Le maire s'occupe des problèmes de marché de Ndorpassi. On vous dit là-bas de ce côté-là qu'il y a eu un contrat. Vous avez une entreprise, un GIE qui a construit le marché que vous voyez en question. Et c'était on appelle un BOT, un partenariat public-privé, et qui a été encouragé. Notamment dans cette construction-là, la mairie devait prélever 20% et le GIE en question 70% pour rentrer
dans ses frais. Mais le maire, on vous dit de ce côté que le maire est venu, il a dit non, moi je veux prendre 50-50, quitte à ce que vous prolongez même le bail. Vous voyez à quoi un maire comme celui-là qui vient d'arriver s'intéresse. On nous dit de ce côté-là qu'il a comment on dit ça, nommé un régisseur pour aller agresser les commerçants et qui risque d'avoir un trouble à l'ordre public de ce côté-là. D'accord. Voilà à quoi vos maires, nos maires s'occupent des soldats du changement. Non, ils n'en sont pas. Je vous ai cité les cas. Douala 3e, Pousseri, Matari, je peux citer des tonnes comme ça de mairie, des tonnes de mairie. Donc vous avez des gens que malheureusement, mal élus ou bien élus, on a élus, ils sont là, mais qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leur poche. Ne pensent qu'à leur poche. Et c'est pour ça qu'il faut, dans la décentralisation, vous avez les régions qui arrivent, il faut des hommes compétents, des vrais hommes compétents. Parce que si nous ratons le point de cette histoire, vraiment, tout ce qu'on a chanté, cette réforme qu'on a annoncée depuis 1997. Vous n'allez pas le dire, puisque les régionales ne commencent pas par le dîner vote, ça commence par les... Non, les régionales, vous savez, c'est la décentralisation. Ce sont eux qui vont décider des projets à faire, à exécuter dans les différentes régions. C'est une sorte d'État, comment on dit ça, une sorte d'État décentralisé. C'est-à-dire, ce sont les présidents du conseil de région, avec les conseils régionaux que vous avez vus là, qui vont s'asseoir, penser aux projets qui doivent être exécutés dans les 10 régions du Cameroun. Et il faut des hommes aguerris, des hommes compétents, des hommes qui ont... Merci bien. Alors, on va laisser le soin au lecteur d'aller lire ce que le journal Le Messager a proposé parlant de décentralisation avec cette question. Les soldats du changement, c'est une question que se pose le journal ce matin. Vous aurez l'occasion de lire également. Et aussi, on va dire un mot sur... ce que le journal Lait du Sahel propose, parlant de Mora, avec un ex-député détenu pour connivence avec Boko Haram. Oui, en fait, vous savez, on constate cette députée peut-être parce qu'il n'a plus ce statut d'honorable qu'il a baptisé avec cette secte terrifiante qui cause toujours des dégâts, parce que vous savez, peut-être on n'en parle pas trop dans la presse, mais Boko Haram continue à avoir des incursions dans la zone. C'est vrai, ce n'est plus au niveau que ce qui s'est passé avant. Donc c'est tout simplement dire que l'heure du Sahel là ressort une actualité qui nous fait nous poser la question de savoir est-ce que si Boko Haram persiste, ce n'est pas parce qu'il y a toujours certains de nos frères qui continuent à jouer le double jeu. Merci bien. On parle de nous dans la nouvelle expression également ce matin avec des questions de santé, des spécialistes en communication. Oui, il faut noter qu'il faut féliciter notamment la CAMNAFA et l'AJC Pro, l'Association des journalistes communicateurs de la santé, et qui ont été formés de l'autre côté des Bolova sur le VIH-Sida et la tuberculose, dans l'optique de réduire d'ici 2030 au moins à 90% le taux de personnes vivant avec ces maladies-là. Et ce qui est important, c'est que les journalistes ont été formés là-bas pour venir former les autres, au moins 30 par région, pour qu'on puisse, dans la conception des émissions, dans la rédaction des articles, pour amener des populations à ne plus stigmatiser ceux-là qui vivent avec le VIH-Sida ou la tuberculose. Et rappeler, à titre d'information qui est important, et rappeler aux populations que ce soit la tuberculose ou le VIH-Sida, on le soigne gratuitement. Donc il n'est plus question, lorsqu'on a ces maladies-là, de rester à la maison. Il faut aller à l'hôpital, parce que ces pathologies-là sont soignées gratuitement. Donc, après la formation, j'ai envie de voir dans les articles et dans la conception des émissions ce que nos confrères ont appris de ce côté. D'accord, merci. Merci à vous, Prince Aristide Ngeka. Merci également à Idriss Lissom d'être venu. Allez, on qui est très fâché ce matin pour la gestion chaotique des établissements d'enseignement secondaire. Demain 9h20 pour la 4e de la semaine. Bonne journée à tous.